Bonjour et bienvenue sur Geekosophie Magazine, le podcast pour les fans de la pop culture et les apprentis philosophes. Aujourd'hui, nous allons parler de La Boétie, qui a vécu au XVIe siècle. Pour nous accompagner dans l'explication de son œuvre, nous allons faire appel à Dobby de la saga Harry Potter. Dans l'univers de Harry Potter, nous trouvons de nombreuses créatures magiques. Et parmi elles, il y a les elfes de maison, dont Dobby est le représentant le plus connu. Les elfes de maison, comme leur nom l'indique, travaillent pour une maison, au sens grec, la maisonnée désignant l'ensemble d'une famille qui vit sous le même toit. Les elfes sont donc assignés à certaines familles qu'ils doivent servir. Le travail des elfes consiste à faire les tâches ménagères et la cuisine, ainsi qu'à soutenir leur maître. Ainsi, un elfe n'a pas le droit de dire du mal de la famille qu'il sert, ni de les trahir. Il leur doit un respect et une soumission totale. Dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, Dobby est l'elfe de maison de la famille Malfoy. Au début du livre, il vient prévenir Harry qu'il ne doit pas retourner à Poudlard. C'est ainsi que Harry découvre l'existence des elfes. Dans Harry Potter et la Coupe de Feu, on découvre que Poudlard est également entretenu par des dizaines d'elfes qui s'occupent du ménage et de la cuisine. La notion qui va nous intéresser est celle de la servitude volontaire. Étienne de la Boétie est essentiellement connu pour deux choses. Son amitié avec Montaigne, qui dira à son sujet cette célèbre formule « parce que c'était lui, parce que c'était moi », et pour son traité écrit quand il avait 18 ans, le discours de la servitude volontaire. La Boétie se demande ce qui fait que les tyrans ou les despotes gardent aussi facilement le pouvoir alors qu'ils sont, par définition, en position de faiblesse face au peuple. Les individus gouvernés sont bien plus nombreux que le gouvernant. Il serait donc facile de le renverser et de lui retirer le pouvoir. Comme il l'écrit, « Ce maître n'a pourtant que 2 yeux, 2 mains, un corps, et rien de plus que n'a le dernier des habitants du nombre infini de nos villes. » Pourquoi dans ce cas se laisse-t-il faire aussi facilement ? Sa réponse va être la notion de servitude volontaire. Le peuple se laisse gouverner. Toute la puissance du tyran ou du despote est celle que l'on lui donne. Pour développer cette idée, commençons par lire ensemble un extrait du discours de la servitude volontaire. Je suis d'avis qu'on ait pitié de ceux qui, en naissant, se sont trouvés le joug sous le col, ou bien qu'on les excuse, ou bien qu'on leur pardonne, si, n'ayant vu seulement l'ombre de la liberté, et n'en étant point avertis, ils ne s'aperçoivent point du mal que ce leur est d'être esclaves. S'il y avait quelques pays, comme dit Homère des Cimériens, où le soleil se montre autrement qu'à nous, et qu'après leur avoir éclairé 6 mois continuels, il les laisse sommeillant dans l'obscurité sans les venir revoir de l'autre demi de l'année, ceux qui naîtraient pendant cette longue nuit, s'ils n'avaient pas ouï parler de la clarté, s'ébahiraient, aussi, n'ayant point vu de jour, et s'accoutumaient aux ténèbres où ils sont nés, sans désirer la lumière. On ne plaint jamais ce que l'on n'a jamais eu, et le regret ne vient point sinon qu'après le plaisir, et toujours est, avec la connaissance du mal, la souvenance de la joie passée. Dans cet extrait, la Boétie va expliquer pourquoi il prétend que c'est volontairement que le peuple se soumet aux tyrans et aux despotes. C'est même, selon lui, la seule explication plausible au maintien d'une tyrannie, étant donné que le peuple est bien plus puissant que le tyran du fait de sa supériorité numérique. Le tyran peut bien prendre le pouvoir au départ par la force et la manipulation. Une fois en place, c'est l'habitude qui lui permet de maintenir sa place sur le long terme. Les individus tendent à oublier à quoi ressemblait la vie en dehors de la tyrannie. Ceux qui ont toujours vécu sous ce régime ne savent même pas ce qu'est la liberté. C'est l'objet de l'extrait que nous avons lu. Ne connaissant même pas l'idée de liberté, le peuple ne peut pas la désirer. Pour approfondir cette idée, nous allons faire un petit détour par la notion de désir que nous avons déjà analysée dans l'épisode qui portait sur Platon et la petite sirène. Dans cet épisode, nous avons comparé le désir à l'activité du philosophe. Le désir, en effet, désigne un manque que nous souhaitons combler. Pour désirer, il faut que j'aie le sentiment qu'il me manque quelque chose, c'est-à-dire que je dois avoir conscience de ce manque. La philosophie, telle qu'elle est définie par Platon, est la recherche de la vérité. Le sage désigne celui qui a conscience de son ignorance et recherche donc la connaissance.
Il est donc un intermédiaire entre d'une part l'ignorant et d'autre part le savant. L'un et l'autre ne recherchent pas la vérité, le savant la possède déjà donc il n'en a pas besoin. L'ignorant est tel qu'il ne se rend même pas compte qu'il est ignorant. Pour le dire plus simplement, l'ignorant ne sait même pas qu'il y a des choses à connaître. La sagesse est donc un désir de vérité. Je sais qu'il me manque la vérité, donc je souhaite l'obtenir et je la recherche. Pour revenir à notre texte de la Boétie, cela signifie que pour désirer la liberté, il faut que j'ai conscience qu'elle existe. Il faut que je connaisse l'idée de liberté, sinon je ne peux pas avoir conscience d'en être privé, je ne peux donc pas la désirer. C'est ce qui explique que le peuple, sous un régime tyrannique, se laisse gouverner par son maître au lieu d'essayer de le renverser. Nous pouvons maintenant appliquer la thèse de la Boétie aux elfes de maison de l'univers de Harry Potter. Dans le tome 4 de la saga Harry Potter et la Coupe de Feu, Hermione crée une association dans le but de libérer les elfes. Elle vient d'apprendre que c'était des elfes qui s'occupaient d'entretenir le château et de préparer les repas, et bien sûr qu'ils n'étaient pas payés pour leur travail. Pour elle, qui n'a pas été élevée dans le monde magique, cet état de fait est tout simplement de l'esclavage et c'est inacceptable. Mais quand elle essaie de le dénoncer et d'y mettre fin, elle se heurte à plusieurs difficultés. D'abord de la part des sorciers habitués à cet état de fait. Personne ne voit en quoi le travail gratuit des elfes est un problème, parce qu'il en a toujours été ainsi. Hagrid, par exemple, va jusqu'à lui assurer que si elle libérait les elfes, ceux-ci seraient malheureux. Ils perdraient leur raison d'être, leur essence, puisque servir les sorciers fait partie de leur identité. Deuxièmement, les elfes eux-mêmes refusent fermement l'idée de leur libération. Dobby est le seul elfe à avoir voulu être libre. Mais depuis qu'il l'est, il est regardé de travers et rejeté par les autres. Personne ne veut prendre le risque d'être vu avec lui. Être libéré par son maître, pour un elfe, est ce qu'il y a de plus humiliant. Dans Harry Potter et la Coupe de Feu, un autre elfe, Winky, est libéré, mais sa réaction n'est pas celle de Dobby. Elle passe son temps à pleurer et continue à être fidèle à ses anciens maîtres alors qu'elle ne leur doit plus rien. Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, le tome 5, Hermione dissimule des vêtements dans la salle commune de Gryffondor en espérant que les elfes les prennent accidentellement en faisant le ménage. En effet, pour libérer un elfe, il faut lui offrir un vêtement. La conséquence, c'est que seul Dobby accepte encore de faire le ménage dans cette salle parce que tous les autres ont peur de tomber sur un vêtement et de se retrouver libres. L'habitude de la servitude est tellement ancrée chez les elfes que non seulement ils n'ont aucun désir pour la liberté, mais plus encore, ils la craignent et la fuient. Face à cette situation difficile de servitude volontaire, il y a donc deux attitudes possibles. Soit on considère qu'il faut laisser les elfes faire ce qu'ils ont envie. Après tout, ils sont heureux dans la servitude, à part quelques exceptions comme Dobby. Ils ont peur de la liberté et ne souhaitent pas l'obtenir. Ce sont les réponses qui sont faites à Hermione quand elle lance son idée d'association pour les libérer. Vouloir les libérer contre leur gré, sous prétexte que ce serait meilleur pour eux, est une attitude qui peut vite être taxée de paternalisme. De quel droit décidons-nous, à la place des elfes, de ce qui est mieux pour eux ? Si nous pouvons quand même nous poser la question, c'est parce que, comme le rappelle Hermione, ils n'ont jamais rien connu d'autre. Ce n'est donc pas librement qu'ils préfèrent la servitude, mais par ignorance. On peut supposer que s'ils connaissaient les deux situations, la liberté et l'esclavage, ils choisiraient la liberté. Reste qu'il est difficile de décréter à la place des premiers concernés ce qui serait meilleur pour eux, sans faire preuve de paternalisme et de condescendance. Respecter les elfes peut aussi bien consister à respecter leurs préférences, même si elles nous semblent absurdes ou non réfléchies. S'il y a un espoir pour la libération des elfes, il est donc peut-être plutôt chez Dobby. Lui qui a choisi la liberté, il peut devenir un modèle pour les plus jeunes. Les anciens sont peut-être trop ancrés dans leurs habitudes et trop étrangers à l'idée de liberté, mais les plus jeunes qui voient ce modèle de liberté chez Dobby peuvent prendre conscience de ce qui leur manque et se mettre à le désirer à leur tour. C'est terminé pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté Geekosophie Magazine. Si d'autres exemples de servitude volontaire dans la culture populaire vous intéressent, je vous invite à aller voir mon analyse du film de Disney et Pixar Mille et une pattes dans le livre Il en faut peu pour philosopher. Vous trouverez les liens nécessaires dans la description de l'épisode. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt sur Geekosophie Magazine.